Merci d'être là. Ce matin, c'est une émission sensationnelle que nous vous proposons dans toute l'acception du mot. En effet, sensationnelle, parce que nous allons parler de sensations, nous allons parler de frissons, de suspense. Nous parlerons de polar, et cela grâce à deux femmes. La première, c'est Mary Higgins Clark, que nous retrouverons dans la deuxième partie de Thé au café, la romancière la plus lue au monde. Et puis Danielle Thierry, qui est avec nous, que nous connaissons, qui est une femme qui a été dans la police durant 30 ans. Elle a fini d'ailleurs sa carrière plus de 30 ans comme commissaire divisionnaire. Et aujourd'hui, eh bien, elle utilise son expérience à des fins littéraires, puisqu'elle écrit des polars. Le dernier, c'est son 11e, L'ombre des morts. Bonjour Danielle Thierry. Bonjour Catherine. Alors toujours cette silhouette de jeune fille. Mais oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai Éternelle jeune fille. Oui, vous avez aujourd'hui mis en sourdine votre vie professionnelle pour vous donner complètement en fait à ce que vous avez découvert il y a quelques années, c'est-à-dire le monde de l'écriture. Exactement. Ouais. Vous savez que comme vous êtes une ancienne commissaire, vous vous souvenez, j'imagine, de votre premier frisson quand vous avez lu sans doute un premier livre, un premier roman. Oui, mais le premier roman que j'ai lu, c'était policier, bien sûr, enfin le roman policier, puisque je devais avoir 7-8 ans. Et pourtant, vous n'étiez pas dans un climat, une ambiance, du tout. Un milieu familial où on lisait. Non, on ne lisait pas beaucoup, mais j'avais des institutrices, notamment une, qui m'a donné ce goût de la lecture. Alors vous êtes née dans une famille en Côte d'Or, une famille très, très modeste, oui. Avec très peu de confort. Vous avez subi des privations. Est-ce que vous en rendiez compte? Vous en étiez consciente? Disons qu'on avait l'essentiel et pas plus. Il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même... Les toilettes au fond du jardin. Voilà, les toilettes au fond du jardin, de l'eau aussi au fond du jardin qu'il fallait aller chercher avec des seaux. Et puis une période difficile qui était la période d'après-guerre quand même pour les parents, avec des difficultés pour se loger. Enfin, bon, aujourd'hui tout ça paraît un peu extraordinaire, mais... Vous étiez fille de flic, c'était bien vu à l'école? Alors, bon, c'est vrai qu'on ne le disait pas trop quand même. Hein. Je me souviens qu'on disait, on disait plutôt fonctionnaire, fonctionnaire, quelquefois fonctionnaire de police, mais on disait surtout fonctionnaire. Alors qu'on disait de quoi? Il est policier. Voilà. C'est vrai qu'on ne s'étendait pas trop sur le sujet. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Alors, ce qui m'a attiré dans ce métier, donc c'est qu'il n'y avait pas de femmes. Ça, vous étiez pionnière. C'était d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire là d'exceptionnel, parce que je cherchais un métier, l'aventure, je cherchais le non-conformisme, je cherchais quelque chose de totalement... je voulais être un peu globe-trotter ou Mère Teresa, je ne savais pas trop encore. Hein, c'était... Et le juste milieu, c'est flic. Voilà, c'était un peu entre les deux. Et en tout cas, ce que je ne voulais pas, c'était un métier qui était tracé d'avance, avec des heures de bureau, avec... je savais que je serais comme tout le monde, j'aurais un jour l'âge de la retraite, etc. Mais surtout, je ne voulais pas y penser. Donc je voulais quelque chose qui m'emporte loin, à la fois dans l'aventure, dans quelque chose d'extraordinaire. J'avais toujours quand même un petit peu ce petit côté, rendre service, venir en aide... ce qui n'est pas forcément la vocation d'un policier non plus. Oui, parce que vous n'êtes pas Mère Teresa quand vous êtes policier. Voilà, on n'est pas Mère Teresa. C'est d'ailleurs un peu la confusion que l'on fait, puisque le policier, à un moment donné, on l'a un petit peu mis à toutes les sauces pour remplacer un petit peu toutes les structures défaillantes entre les assistants sociaux et autres travailleurs sociaux. Je vous arrête, Danielle Thierry. On va revenir en arrière. Vous m'arrêtez? Oui, enfin, je vous interromps. Ah bon. Sur des images, évidemment, d'archives. Si vous aimez un petit peu le passé, revoir, avec nostalgie peut-être, des images anciennes, c'est le moment. Un commentaire d'Alexandre
Alexandra Garde. Un cadavre tous les matins au petit déjeuner, j'adore ça. Oui. Évidemment, après une telle réponse, on a un peu hésité à l'inviter, Daniel, préférant largement le café croissant au cadavre sanguinolent. Mais un peu là, des flics voyous, un brin macho dans leur cuir tout chaud qui vampirise l'écran en vrai héros, on a craqué pour cette ancienne femme flic devenue écrivain de polar aux nourritures atypiques. Daniel Thierry est avec Martine Monteil et Mireille Balestrazzi, l'une des 3 premières femmes commissaires divisionnaires. Pas gagné, hein. Tout le monde regardait ma carte avec suspicion en se disant où est-ce qu'elle a piqué cette carte de police. L'atavisme familial y est-il pour quelque chose? Sans doute. En Côte d'Or, où elle est née, son père était déjà brigadier, son grand frère CRS. C'est le dernier képi que mon père a porté. Pourtant, Daniel n'a rien d'une Rambo ou d'un garçon manqué. Fillette fragile et menue, bonne élève mais timide, adolescente romantique et solitaire, elle s'imaginait couturière. Ma grand-mère cousait, ma mère cousait. Elle entrera finalement dans la police pour faire plaisir à son père qui la voulait fonctionnaire. C'est lui qui m'a envoyé l'avis de concours que j'ai décidé de passer. Inspecteur à la brigade des mineurs de Lyon, passage obligé pour les femmes policiers de l'époque, elle intègre vite la brigade des stupes en 73. C'est là où j'ai vécu les choses les plus difficiles à supporter. Mais l'incroyable ascension est lancée. Elle devient commissaire et c'est là, ainsi qu'à la SNCF et à Air France, dont elle s'occupe de la sécurité, qu'elle commence à puiser l'inspiration de ses romans policiers, vous l'aurez deviné. Le 11e vient d'être publié, alors encore plus noir que la réalité? À vous de juger. Belle carrière, bien évidemment. Vous avez fini avec 500 hommes sous votre autorité. Alors je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais néanmoins, la misogynie, vous l'avez rencontrée. Alors, la misogynie, c'est quand... Vaste question. Vaste question. Misogyne, disait une de mes collègues autrefois, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Bon. Donc machisme plutôt. Disons que la place naturellement des femmes, à un moment où nous sommes entrés dans ce métier, c'était pas du tout dans la police. Hein. C'est quand même un métier un peu viril. Hein. Il y a quand même c'est quand même physique, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même, on n'est pas confronté à des enfants de cœur. Quelle affaire a été la plus pénible à mener psychologiquement? Les affaires les plus pénibles sont toujours les affaires, je vais me répéter certainement, mais c'est toujours les affaires où il y a des enfants, où l'enjeu sont des enfants, quel que soit ce qu'on leur fait, quel que soit ce qui peut leur arriver. Mais une de mes premières affaires était un double infanticide. Bon, quand on est jeune maman, qu'on arrive pour assister à l'autopsie de ces 2 petits, qui avaient été tués par leurs parents après de multiples mois de mauvais traitements. Enfin, on se dit, est-ce que je vais pouvoir m'habituer? Alors la réponse est non. Est-ce que je pourrais continuer à faire ça? Et la réponse est non aussi. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Vous êtes sentie souvent en danger physique? Très fréquemment, oui, hein, parce que quand même les gens qu'on va arrêter se laissent pas toujours faire. Mais les opérations se préparent, c'est un travail d'équipe, on n'est jamais seul. Alors il peut arriver qu'on se fasse coincer. Et là, il y a des moments où effectivement on se sent un petit peu pas bien. Petite. Toute petite. Vous êtes souvent servi de votre arme? Souvent servi, disons que c'est un outil de travail qu'on a tout le temps avec soi. Ça devient un petit compagnon familier que moi je me mettais un peu contre la peau, qui se réchauffait à mon contact. Mais s'en servir pour tirer dans tous les sens, non. Et en général, on évite quand même de sortir l'arme à tout bout de champ. Toujours, on voit ça beaucoup à travers le cinéma, la télévision. Mais je pense que c'est parce que c'est visuel essentiellement. Mais dans la réalité, on évite quand même de... Il faut la maîtriser, l'arme, il faut savoir s'en servir à bon escient. Et puis c'est surtout fait pour riposter à une attaque, hein, quand même. Et ça peut être dissuasif aussi. On va prendre connaissance de l'actualité. Je vous rappelle bien sûr que dans la deuxième partie de Thé au Café, tout à l'heure, nous rencontrerons Marie Higgins Clark. Elle arrive auprès de nous dans ce studio de Boulogne. Et oui, pour une grande romancière de polar, limousine oblige, elle est américaine. Et elle sera avec nous pour nous parler donc de son dernier ouvrage, Le
31e. Pour le moment, alors, que vous dire? Tout d'abord que nous parlons de frissons, de suspense, de rebondissements, d'énigmes aussi ce matin. En effet, viendra nous retrouver la romancière du polar, l'impératrice du polar, Mary Higgins Clark. Elle sera avec nous, elle est dans la loge actuellement et elle va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants pour nous parler de son dernier livre. Mais face au miroir, qui est là ce matin? Elle était avec nous dans la première partie. Vous pouvez me donner votre nom et votre prénom, ou votre prénom et votre nom? Thierry, né Denis, je précise. Daniel. Quelle est votre situation familiale? Je suis mariée, mère de 2 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants. Et votre profession? Commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Une obsession, j'ai peur de l'ennui, j'ai peur de m'ennuyer. Et une devise? Carpe diem. Vous venez me rejoindre. Quelle image vous renvoie, Daniel Thierry, ce miroir? J'aime pas trop me voir dans les miroirs, en fait. Mais bon, voilà. C'est aujourd'hui l'auteur, celle qui écrit les polars, oui. qui a tiré un peu un trait, voilà, sur sa vie de flic. Je pense pas qu'on puisse tirer un trait sur 38 ans de vie de flic, même si c'est un parcours un peu atypique, hein, quand même, dans le métier, parce que j'ai pas toujours été dans un commissariat ou dans un service strictement de police. J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai un petit peu de mal quand même encore à tourner cette page-là. J'ai pas envie de la tourner d'ailleurs. Je vis avec. Elle est en moi. Elle vous habite. Mais j'aime aussi l'autre personne. Hein. J'aime aussi l'écrivain. J'aime aussi. Est-ce qu'on se sert de sa féminité lors d'un interrogatoire? Est-ce que ça peut aider? C'est quoi sa féminité? Se servir de sa féminité, oui, forcément. Se servir de sa personnalité. Donc qu'elle soit féminine ou masculine, avec les atouts qu'on a. Avec un peu plus de psychologie peut-être? Oui, je pense. Enfin, psychologie, je dirais pas ça, parce que c'est toujours un peu réducteur pour les hommes, dont on imagine toujours qu'ils sont des grosses brutes, et en face, il y a la petite femme qui va arriver, qui va tout régler. Et poser la bonne question. Et poser la bonne question et régler le problème. Non, je pense que chacun a ses particularités, a sa sensibilité. Alors, il est vrai que souvent, les femmes, c'est comme ça, c'est la nature, sont souvent un peu plus observatrices, un peu plus... Alors, ce qui fait dire qu'elles sont intuitives, du coup. Mais je pense que c'est peut-être une façon différente de se comporter et d'être, quoi, tout simplement. Est-ce que vous avez vu avec les années l'image de la police se dégrader? Non, parce qu'au contraire, je pense que l'image de la police, c'est la police, la vie. Hein, donc, et j'ai rarement, comme à l'inverse de Mary Higgins Clark, où tous ces personnages sont des gens... de la haute société, plutôt riches. C'est pas pour ça qu'ils sont reluisants, d'ailleurs, non plus. Alors, le polar, c'est vraiment un style qui plaît beaucoup dans le monde, mais principalement aux Français. Il y a 1300 polars qui sortent chaque année. C'est énorme, n'est-ce pas? 70% sont lus, d'ailleurs, par des femmes. Oui. Alexandra Garde a enquêté, justement, sur l'état du polar en France. Cigarettes, whisky et petite pépée, détective au col relevé, héros à la Bogart au cynisme bien trempé, tout ça c'est terminé. Depuis Sherlock Holmes et Agatha Christie, le polar a évolué. Il a même prospéré puisqu'un roman acheté sur 4 aujourd'hui est policier. Le roman policier aujourd'hui, comme d'ailleurs toute la littérature, est essentiellement acheté par des femmes. 70% des lecteurs sont des lectrices. Elles aiment une littérature violente, elles aiment avoir peur et à être rassurées, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui va mal en général, et dans le roman policier, souvent, la résolution sera positive puisqu'on trouvera l'assassin. Le succès va d'abord aux anglo-saxons, James Ellroy, Higgins Clark, Michael Connelly et Harlan Coben, vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Mais il faut aussi compter avec les Français, Fred Vargas, Maxime Chatham, Jean-Christophe Granger, et les Nordiques, puisque le succès de l'année revient aux Suédois Stieg Larsson pour son Millennium, déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires. À chacun sa méthode, mais en France, 2 grands courants s'affrontent. Les réalistes comme Maxime Chatham, qui a suivi des cours de criminologie pour être plus crédible,
La première autopsie à laquelle j'ai assisté, je me suis fait violence parce que j'avais pas particulièrement envie d'y aller. Maintenant, je savais que si je voulais être dans cette dynamique de réalité, il fallait que j'aille assister à l'autopsie. Et les fantaisistes comme Fred Vargas. Je documente rien. Donc des fois, je suis en limite d'erreur. Je sais peu de choses sur les flics, peu de choses sur... Donc je passe en... C'est pas grave, hein, Simon, il a baladé, on n'est pas forcé d'être vrai. L'essentiel est de faire peur, à la limite de l'horreur, car le polar ces dernières années a gagné en violence et cruauté. La tendance est au thriller. Aujourd'hui, on a des sous-Silence des agneaux à peu près toutes les semaines. Donc avec des caves, des monstres, des trucs qui se passent absolument terrifiants. Et ce, malgré la féminisation du genre, car les femmes dégainent autant que les hommes aujourd'hui et plus besoin de pseudos masculins pour se faire éditer. Mais n'espérez pas davantage de compassion ou d'humanité, il n'y a pas d'écriture féminine du polar, les dames sont à égale cruauté. Je pense à un auteur comme Mo Hayder, qui est une Anglaise. L'histoire, c'était un serial killer qui ouvrait le ventre de ses victimes. Il mettait dedans un oiseau vivant, il recousait le ventre de la victime et l'oiseau finissait par mourir étouffé. Moi, je trouve pas que ce soit particulièrement féminin comme genre d'histoire. Dans le roman policier, elles sont cruelles, elles sont fatales, elles sont violentes, elles sont dangereuses, elles sont noires. Vous êtes cruelle, dangereuse, noire. Je sais pas. Mais la cruauté, c'est pas l'apanage du tout des auteurs hommes. Mais non, je pense que la cruauté, elle est dans chacun de nous. Et la façon de l'écrire dans le polar, justement, c'est totalement... Parce que, enfin, je ne sais pas si Mo Hayder, que je connais, a rencontré quelqu'un dans sa vie qui mettait les oiseaux vivants dans les ventres des... Je pense que c'est de la pure imagination, quoi. L'ombre des morts, c'est chez Anne Carrière. C'est signé Daniel Thierry. On vous souhaite bonne chance. C'est le 11e. Oui. Il y a déjà le 12e, j'imagine, qui est en route. Oui, voilà, forcément. Ça, on vous fait confiance. 12e, 13e, plusieurs à la fois. Elle est gourmande. Portez-vous bien. Merci. C'est Marie Higgins Clark que nous allons recevoir dans quelques instants. Alors, je rappelle que c'est la romancière